Notre premier nominé du jour est italien. Il a été élu meilleur sommelier du monde, mesdames et messieurs, par la prestigieuse association de sommellerie internationale. Grand expert des vins français et italiens, il est aujourd'hui également enseignant en sommellerie et également consultant en œnologie. Il dirige à partir du Tessin une entreprise de production et de distribution de vins d'exception. J'ajoute également qu'il a une fille de 18 ans ou 19 ans je pense, qui étudie à l'université de Saint-Gall. Je vous demande d'applaudir Paolo Bosso. Bienvenue Paolo. Merci. Merci d'être là. C'est un plaisir. Alors je vais démarrer avec une première question et vous allez vite le comprendre. Ce sera la même question pour chacun d'eux. La toute première, est-ce que vous pourriez nous donner, Paolo, un événement qui était parmi les plus inspirants de votre vie ? Partagez ça avec nous. Oui, sûrement, c'était le moment où j'ai découvert pour la première fois un questionnaire de concours de sommellerie. Là, j'étais effrayé pour la première fois, parce que je dis, tiens, il faut savoir tout cela pour comprendre un vin, mais en même temps, ça m'a inspiré à la connaissance. Et donc, j'ai commencé à étudier tout ce qu'il faut étudier pour comprendre le vin, qui est un sujet multidimensionnel, parce que dans le vin, vous avez de la géographie, vous avez de la culture, des traditions, de l'histoire. Dans chaque bouteille, il y a des histoires à raconter. Et vous avez également de la législation, parce que la législation, quand même, elle veille à que le vin correspond justement à ce que c'est que son origine. Donc, dans le vin, au final, vous avez de la géologie pour comprendre les sols, vous avez de la botanique pour comprendre la plante, comment elle réagit avec son environnement. Vous avez de la climatologie, parce que chaque millésime est unique, et il faut comprendre justement qu'est-ce que le ciel nous a amené dans la bouteille. Et ensuite, vous avez, j'ai évoqué tradition. Vous aviez quel âge à ce moment-là ? C'était combien de temps avant d'avoir finalement gagné cette compétition ? Et je précise que c'est une compétition. C'est une compétition. Pas un prix, vous me l'avez bien expliqué. Non, pas un prix, c'est une compétition. J'avais 28 ans et du coup, je suis heureux d'être là aujourd'hui parce que tout a commencé à Crans-Montana. Ah, magnifique, super, voilà. Extra. J'ai une autre question pour vous, Paolo. Oui. C'est une question de notre partenaire Audacia. Votre parcours vous a amené à former et à éduquer de nombreux professionnels du vin. Oui. Que pouvez-vous retirer comme enseignement de cette expérience pédagogique qui pourrait être applicable dans le monde de l'entreprise pour former et retenir, inspirer les talents ? Oui, je dirais, première chose, qu'il n'y a pas de raccourci. Des fois, on peut avoir de la chance dans notre vie, mais il n'y a pas de raccourci. Il faut travailler, il faut s'engager, il faut vraiment s'y mettre à fond quand on a un projet à réaliser. Et je répète, des fois, on peut avoir de la chance, mais sinon, c'est le travail. Beaucoup de travail et pas de raccourci. C'est ce que je retiendrai. Troisième question, c'est une question du jury. En tant que meilleur sommelier du monde, comment est-ce que vous parvenez à mêler, combiner innovation et tradition dans le domaine du vin ? Et puis, il y a une sous-question qui est la suivante. Quel conseil est-ce que vous pourriez donner à des novices, à des jeunes palais, pour justement affiner ces connaissances ? Oui. Alors, tradition et innovation, c'est important parce que le vin se fait plus ou moins de la même façon depuis 8000 ans. C'est toujours la fermentation d'un jus de raisin. Mais quand même, il y a eu de l'innovation parce que les vins qu'on a aujourd'hui, heureusement, ne sont pas comme ceux qu'on avait dans le passé. Et si on imagine rien que la Suisse, que dans ces derniers 30 ans, depuis que j'ai commencé à m'occuper de vin en Suisse, et elle a fait une montée en flèche en ce qui concerne la qualité. Aujourd'hui, nous avons des vins suisses qui ont une qualité absolument internationale. On n'a pas peur de se confronter à un niveau international. Et l'innovation, c'est toujours la quête de s'améliorer, de vouloir chercher une qualité supérieure. Et aussi, innovation, c'est dans la communication. Des fois, dans le monde du vin, on a été un peu compliqué dans l'explication du vin. Aujourd'hui, on veut simplifier et être un peu plus approchable, sans banaliser le vin, qui n'est pas tout à fait, qui n'est pas du tout quelque chose de banal. Quelque chose de banal, et je réponds à la deuxième question, qu'est-ce qu'il faut faire pour comprendre le vin ? C'est vrai qu'il faut avoir une certaine sensibilité, mais on peut la travailler là aussi. Souvent, je fais un parallèle entre la dégustation, que je souligne, c'est une discipline. Rien à voir avec la consommation du vin, que ça c'est le plaisir, évidemment, le partage.
La dégustation du vin, c'est une discipline. Et des fois, je fais le parallèle avec la musique. Donc, la musique, c'est quelque chose de manuel, de sensoriel, mais d'intellectuel. Et là, la dégustation, c'est pareil, parce que notre nez et notre bouche ne sont que des percepteurs qui envoient les informations à notre processeur qui est notre cerveau, et c'est lui qui doit élaborer toutes ces sensations et donner une réponse. Donc, moi, je conseille de s'approcher au vin avec beaucoup de curiosité et se remettre en question toujours, mais surtout s'éloigner de préjugés. Parce que dans le vin, malheureusement, il y a beaucoup de préjugés. Comme j'ai dit, c'est quand même notre cerveau qui va élaborer les perceptions que nous avons d'un vin. Et si nous avons des préjugés dans notre processeur, dans notre database, pour utiliser un mot moderne, évidemment, notre perception du vin sera faite par les préjugés et non parce que le vin peut nous communiquer si nous avons la sensibilité de le comprendre. En tout cas, on voit que vous en parlez avec beaucoup de passion, et moi, ce que je retiendrai, c'est vraiment la grande ouverture et beaucoup de curiosité pour justement être alerte à toutes ces sensations diverses et variées. On va passer à notre deuxième partie. Cette fois-ci, ce sont ces affirmations. Alors, c'est parti pour vous aussi, puisque vous allez pouvoir voter pour l'affirmation qui est crédible, mais qui n'est probablement pas juste. Alors, je vous laisse nous les faire découvrir, Paolo. Donc, la première est Robert De Niro est venu me rendre visite lors d'un cours de dégustation. En tout cas, c'est impressionnant. À mon avis, c'est vrai, mais je ne connais moi-même pas les affirmations qui sont des affirmations correctes ou pas. Je suis très impressionné par la deuxième, en tout cas. Ah, ok, d'accord. Si je peux vous remplacer la prochaine fois. J'imagine. Donc voilà, j'ai fait une balade à moto avec George Clooney. J'ai tendance à penser que c'est pas exclu. Hein. Il n'habite pas très très loin de chez vous, à mon avis. Voilà. Et la troisième. Voilà, j'ai atteint une vitesse de 90-90 km à l'heure à vélo sur un terrain plat. Parce qu'en descente, c'est facile. Sur un terrain plat, c'est un peu plus compliqué. Je ne suis même pas sûre que c'est possible. C'est vraiment possible à plat? En tout cas, je serais très impressionnée. Pour les professionnels, oui, il n'y a pas de souci. Moi, je ne suis pas un pro, donc à voir. Alors, je vous laisse réfléchir. À votre avis, quelle est l'affirmation qui n'est pas juste? On va découvrir ça dans un petit moment. On fait durer encore un tout petit peu le suspense. Les votes sont faits. Et puis, je vous laisse, Paolo, nous divulguer. On va voir peut-être un petit peu la tendance des votes. Ah oui, on va voir intéressant. Ce qui, Alors, par le bas, y a-t-il une affirmation non crédible? Donc, c'est quand même assez partagé, hein, visiblement. Donc, vous n'avez pas confiance dans mes capacités, quoi. Bon, George Clooney, c'est pas garanti. Il y en a qui hésitent apparemment aussi un petit peu. Hein. Ouais. Alors, allez-y, dites-nous quelle était celle qui était... La fausse? Ouais, la fausse. La fausse, c'était la balade à moto avec George Clooney. J'ai jamais eu... hyper déçu. Ah, dommage. J'espère avoir une petite introduction. Non, mais voilà, c'est vrai, je l'ai évoqué parce que je l'ai croisé plusieurs fois. Vous avez évoqué que justement, il habite pas loin de chez nous. Il a une maison sur le lac de Côme, là où les parents de ma femme sont originaires. Donc, nous avons une maison sur le lac de Côme. Et quand moi, je vais faire une balade à moto, des fois, je le croise. Mais je n'ai jamais eu le plaisir de faire une balade à moto avec lui. Bon, en tout cas, c'est bien amusant. Mais avec Robert De Niro, donc là... Oui. J'étais en train de former le personnel d'un hôtel où il séjournait. Et le maître d'hôtel avec lequel il avait un peu, échangé, il lui a dit qu'il y aurait un champion du monde de sommellerie qui venait former le personnel de l'hôtel. Et lui, il a absolument, après ce qu'on m'a dit, il a absolument vu me voir. Alors, très honoré que... Et il ne m'avait pas prévenu, donc j'étais en train de donner mon cours tranquillement. Et il y a je vois que l'audience se tourne, et je dis, qu'est-ce qu'il y a? Et puis il y a ce monsieur qui dit, tiens, je l'ai déjà vu, ce monsieur. Et voilà, donc c'était un très grand honneur. Il est resté quelques minutes avec nous, il a échangé un peu, il m'a dit sa passion, il a partagé sa passion pour le vin. Et voilà. Donc j'ai rencontré, Robert De Niro. Bon, en tout cas, c'est très amusant et très impressionnant. Je vous laisse, puisque vous êtes sur vos téléphones, penser à quelques questions que vous aimeriez poser à Paolo qui est ici, puisqu'on va passer directement à la partie suivante de cette interview ensemble, avec une première question qui est cette fois de notre partenaire Bucherer. Alors, c'est un peu une colle, en tout cas pour moi forcément, et j'espère pas pour vous. Quel est le plus ancien cépage blanc du Portugal? Ouh là là.
Et, je savais que ce serait une colle. Et quel est le plat que vous associeriez volontiers avec ce cépage blanc du Portugal? Alors déjà, comme je ne connais pas la première réponse, je pourrais dire l'alfrocheiro, mais je ne suis pas sûr, quoi. Moi, je la connais pas non plus, hein, ouais, donc, il faudrait peut-être demander aucune idée, mais c'est bien. Chalet. Ça vient d'une maison qui s'occupe aussi de montres. Et ça, c'est important parce que je tourne un peu, comme je ne sais pas la réponse. Je prends l'opportunité pour dire que voilà, les montres ont un lien avec le vin parce que dans le vin, les ingrédients, en fait, le vin est fait grâce à la terre, le ciel, le temps. Le temps. Il faut toujours le temps. Le temps est un ingrédient du vin. Et donc, l'homme doit jongler entre ces éléments, la terre et le ciel. L'homme est au milieu avec son savoir et il doit gérer le temps, qui est un ingrédient important du vin. Et on a la réponse? Non, malheureusement pas. Alors, vous voyez la prochaine question. What's your Christmas tip? What's your favorite wine for having a wonderful Christmas dinner? Évidemment, mes vins de ma production, ça c'est clair, mais en dehors de ça... En dehors de ça, évidemment, il faut des bulles, donc des vins mousseux, ça c'est clair. Et évidemment, tout le monde peut évoquer le champagne parce que c'est évident. Mais aujourd'hui, en Suisse, on a des vins mousseux qui sont d'exception. Et voilà, j'invite à découvrir, encore une fois, curiosité, ouverture, et approcher les vins suisses, un vin suisse mousseux, pour l'entrée en matière d'un déjeuner ou un dîner de Noël. Et après, bien sûr, des bouteilles importantes pour célébrer le moment. Ça, c'est clair. Alors, on voit la prochaine question. Si vous n'avez pas été sommelier ou producteur de vin, quel métier est-ce que vous auriez aimé faire dans une autre vie? Disons, j'aurais voulu être champion du monde de cyclisme, mais voilà, j'ai pas pu, bien que j'ai pu attendre les 90 km à l'heure en plein. À part ça, je ne sais pas, franchement. Donc plutôt le sport. Oui, le sport ou bien la médecine liée au sport, parce que j'ai beaucoup de respect pour le corps. Et c'est peut-être pour ça que je suis devenu sommelier, parce qu'au début, c'était une curiosité pour l'alimentation. J'ai toujours, vu le corps humain comme une machine fantastique qu'il faut bien alimenter. Et pour bien l'alimenter, il faut bien savoir qu'est-ce qu'on va ingérer. De là, ma sensibilité au palais, non seulement pour le vin, mais pour tout ce qu'on peut introduire dans notre corps. Savourer avec conscience. Oui, voilà, et c'est de là qu'est née ma sensibilité sensorielle, peut-être. La question suivante, à mon avis, nous intéressera tous. What's your favorite wine? The most expensive and the least expensive? Le most favorite wine parmi ceux que je peux me permettre ou ceux qui existent dans le monde, parce que ça, c'est un décalage quand même. My favorite wine, il n'y en a pas un, parce que s'il y avait un vin favori, je n'aurais pas élargi ma connaissance sur tous les vins du monde. Alors que j'ai dédié une partie de ma vie à la connaissance des plus grands vins du monde, je reste avec une mentalité ouverte, tout à fait ouverte. Le moins cher ou le plus cher, ça dépend. Évidemment, le marché va avoir une influence sur le prix de vin. Aujourd'hui, on arrive à des prix de folie. Il faut voir pour soi-même quelle est la limite morale qu'on se donne pour payer une bouteille de vin. Mais ça, c'est intime. Moi, j'ai vu un client, par exemple, qui m'a dit Paolo, ne me donnez pas un vin qui coûte moins de 200 francs, parce que sinon, ce n'est pas du vin. Et après, j'ai eu un monsieur qui m'a dit conseillez-moi le vin pour le mariage de ma fille. Donc, évidemment, un monsieur qui marie sa fille essaie de mettre le vin le meilleur. Et il m'a dit j'ai un budget de 10 francs par bouteille. Ouais. Alors, vous voyez, ça dépend de... Et vous lui avez conseillé quoi? Ça m'intéresse. Je pense que dans les deux cas, j'ai donné un bon conseil. Les deux, en tout cas, étaient heureux. Donc, l'important, c'est de comprendre, et c'est pour ça qu'il y a aussi de la psychologie dans le vin, comprendre un peu le client. Mais juste pour la chronique, la bouteille la plus chère qui a été jamais vendue, ce sont 2 bouteilles de Romanée Conti, du domaine de la Romanée Conti en 1945. 2 bouteilles, chacune à peu près un demi-million de dollars. D'accord, ok. C'est pas celle-là que je vais prendre pour le mariage de ma fille. On ne connaît pas l'acheteur. On pense qui peut être cet acheteur. Évidemment, quelqu'un qui ne... Collectionneur. Non. Apparemment, c'est quelqu'un qui boit. Ah oui, d'accord. Quelqu'un qui boit.
Non, non. Allez, on a le temps pour une toute dernière question. Effectivement, vous avez dit que les vins suisses peuvent avoir un rayonnement international et en même temps, on a un petit peu tendance à penser qu'il y a peut-être un petit quelque chose qui leur manque. C'est quoi ce petit quelque chose pour avoir vraiment cette place au niveau international? C'est des choses techniques. Combien de temps on a pour cette réponse? Parce que ça peut prendre... 1 minute. Ouh là là. Question pratique technique, nous n'avons pas de vin entrée de gamme. Entrée de gamme pour ce qui concerne la perception du prix d'un importateur un peu partout dans le monde. Là, il y en a qui m'approchent, j'aimerais avoir vos vins. Très bien, j'envoie le tarif. Il me répond en disant, j'aimerais aussi travailler avec vos vins entrée de gamme. Et je dis, vous les avez, les entrées de gamme, c'est ça. Bienvenue en Suisse. Bon, voilà, bienvenue en Suisse. Nous, on dit, avec les salaires que nous avons à payer en Suisse, vous ne pouvez pas penser d'avoir un vin d'entrée de gamme comme vous l'avez en Espagne, en Italie ou en France pour 8-10 euros. Chez nous, ça n'existe pas. Ça existe, mais voilà, ça c'est une autre catégorie de vin que je n'appelle pas vin de terroir. Moi, je dis, il y a les vins de terroir, il y a les vins techniques. Moi, je m'occupe de vins de terroir. Et à ce prix-là, c'est impossible. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, voilà, comme on dit en français, il faut avoir du savoir-faire, mais surtout faire savoir qu'on fait. Et là, malheureusement, la Suisse n'a pas les moyens pour faire savoir ce qu'elle fait. Ça, c'est le problème. Le budget de Swiss Wine est très limité, bien qu'il ait été augmenté cette année. Donc, on remercie évidemment la Confédération qui a octroyé un budget plus important pour la communication des vins suisses. Mais malheureusement, ça reste un petit budget par rapport à nos concurrents. Je cite ce qu'il y a autour de nous, donc Italie, France, Allemagne et Autriche. Et il y a aussi une erreur là, de la part des producteurs dans le passé qui n'ont pas été très malins et ils ont voulu exporter non pas l'excellence, mais ceux qui n'étaient pas excellents, qui disaient ce qui est bon, on se le boit nous, et puis on va exporter ce qui n'est pas bon. Et là, c'était vraiment quelque chose qui nous a créé une mauvaise réputation. Vous ne produisez que de l'excellence, et donc vous gardez le meilleur ici et vous exportez le meilleur également. Oui, évidemment, mais dans j'évoquais le temps. Tout dans le vin évolue lentement. C'est un produit qu'on fait qu'une fois par année. Alors imaginez-vous, vous voulez vous améliorer, il faut attendre une année, et puis peut-être la matière première n'est pas celle que vous vouliez. Et une fois que vous avez une idée enracinée dans la tête des gens, avant que cette idée, ce préconçu, il s'en va, mais il faut des décennies, quoi. Bon, en tout cas, on aura bien utilisé le temps avec vous aujourd'hui, Paolo. Un grand merci. Merci à vous. Et un grand bravo. Merci.